La maison dans laquelle nous allions déménager me paraissait étrangère, mais tout bonnement simple physiquement. Lorsque je suis passé à travers la porte, que j'ai franchi le premier pas, que je suis rentré à l'intérieur, les murs ruisselaient d'eau. Les murs étaient noirs de pourriture. L'humidité était présente, le froid aussi. Il faisait même plus froid à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Lorsque je regardais à travers la fenêtre, je pouvais apercevoir qu'à travers ces fenêtres, il y avait le vent qui faisait valser les feuilles des arbres, les faisait tomber devant la propriété. Elle-même formait un cercle tout autour. Ce cercle devait avoir une importance, je ne savais pas encore laquelle. Mais lorsque je me suis renseigné, j'ai pu apprendre que dans cette maison, plusieurs choses se sont passées. Durant des mois, des siècles et des années. Durant les années 1900, les années 1800, les années 1700, plusieurs choses se sont passées, plusieurs meurtres, les uns après les autres, toujours les mêmes, avec le même motif. Jamais la même personne, mais toujours les mêmes victimes. Comment faisait-il ça? Personne ne le savait réellement, mais je comptais bien savoir. Lorsque nous avions emménagé, et que nous avions pris notre propre chambre, lorsque nous avions emménagé, nous nous sommes mis à déballer les cartons, tous ensemble. J'ai alors monté l'escalier en colimaçon qui était tout en haut à droite. Je suis monté au 2e étage et j'ai trouvé une chambre. J'ai trouvé la chambre, la toute première, avec les 2 fenêtres en arc de cercle qui donnaient vers l'extérieur, là où je pouvais voir les arbres qui ruisselaient à travers le vent, les gouttes d'eau qui ruisselaient sur les feuilles qui tombaient quand elles étaient trop lourdes, le vent qui faisait une mélodie plus que sinueuse à travers les feuilles. Je pouvais regarder ça toute la nuit à travers les feuilles, à travers les arbres, à travers les branchages. Je voyais des visages et des ombres. Je savais que quelque chose n'allait pas dans ces lieux. Mais pourtant je suis resté là. Jusqu'au jour où, lorsque nous étions tous ensemble un soir, lorsque je suis allé me coucher, j'ai remarqué qu'en dessous de mon coussin se trouvait une lame. Le 2e jour, lorsque je marchais en dehors de la maison, vers une crypte abandonnée, un ancien cimetière, j'ai pu remarquer qu'il y avait des fragments de couteaux qui me poursuivaient tout le long de mon chemin, et devant moi des fragments de miroirs. J'ai continué à suivre ce chemin, comme si je suivais la piste de quelque chose qui était réparé, ou que je pouvais réparer, comme si je suivais la piste d'un puzzle qui avait été défait mais qui avait été réparé ensuite, comme si je suivais quelque chose que je pouvais réparer. Je suivais des fragments qui avaient sûrement une importance générale à laquelle je pouvais les remettre ensemble. Je les suivais, les fragments du miroir, et derrière moi se trouvaient des fragments de couteau. Une seule question me passait par la tête lorsque je suivais les fragments du miroir. Comment pouvait-on casser un couteau? Était-il possible de casser un couteau? J'ai continué à suivre ce chemin que je pouvais peut-être réparer, que l'on pouvait peut-être réparer ensemble. Et le soir venu, le 2e soir, c'est au tour de ma mère de trouver une lame sous son coussin. C'était au tour de ma mère de trouver une lame sous son coussin. Elle l'a trouvée car elle, quand elle dort le soir, allongée dans son lit, elle dort toujours avec une main en dessous du coussin. Lorsqu'elle a eu le réflexe de mettre sa main en dessous de son coussin, de son oreiller, elle s'est donc coupé un doigt, ce qui a fait une entaille à l'intérieur de sa main. Elle s'est donc tout de suite dit, et elle a tout de suite eu le réflexe de soulever son coussin afin de vérifier et de voir qu'il y avait une lame en dessous. Elle s'est tout de suite dit qu'il y avait quelque chose de tranchant en dessous de son lit. Car même le soir, quand il faisait nuit, la lame des couteaux résonnait encore et faisait encore ce fin bruit que l'on pouvait entendre lorsqu'on aiguisait un couteau. Déposé sur le matelas, on pouvait entendre ce bruit à travers nos oreilles. Pourtant personne n'aiguisait de lame, pourtant personne ne cherchait à nous faire peur. Nous étions tout seuls, mais nous entendions ce bruit. Nous voyions les lames avec le reflet de la lumière de la lune qui jaillissait à
à travers toute la penderie et les miroirs qui se reflétaient les uns aux autres. Nous avions commencé à trouver de plus en plus de couteaux, de lames, d'objets tranchants dans des endroits différents et improbables. Dans la cuisine, je me doutais bien que c'était normal qu'on trouve des lames et des couteaux. Je me disais que ce n'était totalement pas improbable que l'on trouve des lames et des couteaux dans une cuisine. Mais j'en trouvais en masse et en masse, encore et encore. Un jour, je me suis assis dans le salon et juste à côté de moi, j'ai à peine fermé les yeux 1 minute, détourné le regard pendant quelques secondes. Je me suis retourné et de l'autre côté, j'ai aperçu un couteau. Un couteau de la taille de mon avant-bras. Je me disais comment était-il possible de faire un couteau aussi grand? À quoi pouvait-il servir? Et quels seraient donc les avantages de ce couteau? Pourquoi faire quelque chose et faire une arme aussi grande? Je me suis alors renseigné le soir sur internet lorsque mes parents dormaient. Ils dormaient dans la chambre arrière de la mienne, la chambre qui donnait vers l'extérieur, vers le jardin avant. Je me suis alors renseigné sur internet. Et sur internet, j'ai découvert qu'en 1600, une jeune femme avait commis des meurtres innommables. Des personnes avaient été abandonnées et filmées de leur plein gré dans un grenier, le grenier même de cette maison. Des personnes avaient été filmées dans cet endroit. Des personnes qui étaient abandonnées, qui étaient enchaînées, qui avaient été tuées, assassinées. Dans cet endroit, ils étaient filmés, ils étaient torturés. Le bourreau qui leur faisait subir ça, leur faisait subir des choses innommables comme bon lui semblait. Mais il continuait, lentement et sûrement, afin de bien entendre leurs cris. Il continuait à les torturer encore et encore. J'ai alors essayé de trouver des noms de qui pouvaient être ces personnes, qui pouvait être le bourreau, qui pouvaient être les personnes qui subissaient ce sort si funeste. Je n'ai trouvé aucun nom, ni même une personne qui pouvait être l'assassin ou le criminel qui faisait ça. Je n'ai trouvé aucun nom. Mais la troisième nuit, ce fut plus intense. La troisième nuit, tout le monde se fit ressentir une présence près de lui. Mais pourtant, il n'y avait rien du tout. La troisième nuit, je suis allé me coucher. Et je suis alors à peine rentré dans ma chambre que j'ai vu un sabre allongé sur le côté de mon lit. Je l'ai alors pris et j'ai vu que le sabre était bien aiguisé et qu'à travers la lame, je pouvais voir le reflet de la lune de l'extérieur. J'ai vu alors le reflet de la lune à l'extérieur, se reflétant dans la lame du katana qui était posée sur mon lit. J'ai donc bien vérifié la lame avant d'en déduire que c'était un katana, mais c'était évidemment un katana. Je me suis alors dit que les origines de cette maison pouvaient être japonaises, ou en tout cas venir d'un pays asiatique. J'ai alors commencé à faire des recherches sur les démons asiatiques, sur les mythes, et tout ce qui pouvait paraître aussi horrifique qu'ils le pensaient dans les religions chinoises et asiatiques. Dans les religions chinoises et asiatiques, certains démons faisaient référence aux lames, aux couteaux. J'ai alors trouvé le nom d'un démon qui faisait référence aux couteaux et aux lames que l'on pouvait apercevoir à l'intérieur d'une lame si l'on pratiquait un rite céleste. Un rite céleste qui pratiquait à brûler une lame pendant 24 heures, sur laquelle après on pouvait apercevoir des yeux. Les yeux se formèrent dans la lame si l'on brûlait la lame pendant 24 heures, pendant toute une nuit et pendant 3 jours. Cette lame serait alors forgée afin de pouvoir voir à travers les yeux du démon. Les yeux du démon seraient alors visibles, mais son corps ne le serait pas encore. Son corps ne le sera que lorsque la lame sera détruite. J'ai alors essayé de brûler cette lame, de la détruire, de la réduire en cendres, comme je l'ai vu lorsque j'étais parti dans le jardin, ce couteau qui était brisé en des millions de fragments. J'ai essayé de briser la lame pour pouvoir voir tout le démon, pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir savoir ce qu'il s'est passé, car peut-être que lui était plus ancien que moi. Je n'ai alors jamais su ce qu'il fallait faire réellement, mais j'ai réussi à appeler le démon un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, j'ai réussi à appeler le démon, et je l'ai trouvé dans la salle de séjour, je l'ai trouvé.
il était là par terre. Je voyais quelque chose bouger, une sorte de forme noire, qui n'avait ni tête, ni queue, ni yeux, ni bras, ni jambes. Je voyais une forme bouger, qui avait les mêmes yeux que je pouvais distinguer sur son visage. Une forme qui avait les mêmes yeux que je pouvais distinguer sur son visage après avoir regardé et contemplé cette forme. Je ne la contemplais pas vraiment parce que ce n'était pas quelque chose que je pouvais contempler en tant qu'œuvre d'art, mais je la regardais, je l'analysais, je regardais si je pouvais voir où se trouvait la tête, où se trouvaient les bras, où se trouvaient les mains, les jambes, les pieds. Je n'ai jamais pu concrètement distinguer la forme ou comment se trouvait le démon, s'il était assis, s'il était à genoux, s'il rampait, s'il était par terre. Mais j'ai cru comprendre que sa tête était vers le haut, que ses jambes étaient vers le bas, et que ses mains le maintenaient vers le haut. Il était dans une position totalement bizarre et spéciale. Il me regardait fixement, il se balançait de gauche à droite, comme s'il était prêt à passer à l'attaque. Dans une position de contorsion, il me regardait, les jambes qui passaient par-dessus ses épaules, la deuxième jambe qui passait par-dessus son bras qui était plié en deux en dessous de sa tête. Il me regardait, il grognait. J'entendais son grognement résonner à travers la salle de séjour. Je lui ai alors posé une question. Il m'a répondu, 3 personnes. Je lui ai alors dit, qui sont ces 3 personnes? Il m'a répondu 3 noms que je n'ai pu distinguer. Je lui ai alors dit une nouvelle fois, qui sont ces 3 personnes? Il m'a une nouvelle fois répondu les 3 mêmes noms. J'ai pu cette fois les distinguer, et j'ai alors été rechercher sur internet ce qu'il a pu se passer. J'ai tapé meurtre sanguinaire dans la maison d'Amityville, et j'ai mis les 3 noms principaux qu'il m'avait répondu. J'ai alors vu que 3 personnes s'étaient fait assassiner dans cette maison. C'est devenu plus intense la dernière nuit. La dernière nuit, je me souviens que ma mère est devenue parano par rapport à l'histoire qu'elle voyait tous les soirs un garçon assis sur son lit. Ce garçon le regardait de manière comme si ce garçon dévisageait ma mère. Elle nous expliquait ça tous les matins, tous les soirs devant le feu. Elle nous expliquait que ce garçon était sur son lit, le dévisageait et la regardait. C'était devenu plus intense, cette fois-ci les personnes qui étaient mortes dans cette maison, qui avaient été enfermées dans le grenier, étaient descendues et étaient revenues près de nous. Ces personnes étaient près de nous regardaient, nous fixaient et vivaient avec nous. Nous essayions pertinemment de leur échapper, mais chaque fois que nous trouvions une lame ou encore un couteau, un fusil ou une arme quelconque, quelle que ce soit la forme, quelle que ce soit l'arme, quelle que ce soit l'utilité de cette arme, nous en trouvions une utilité et nous en avions déduit qu'en fait ils étaient descendus et ils étaient apparus afin de pouvoir commencer un combat. Qui gagnera la maison? Qui gagnera la propriété? Qui gagnera ces terres? Nous n'avions jamais su qui gagnerait les terres, mais nous avions donc continué à nous battre encore et encore. Le soir, je me souviens que je reculais à travers les couloirs. À travers chaque porte ouverte, je pouvais apercevoir une silhouette. Je pouvais apercevoir une silhouette noire en décomposition, la tête penchée sur le côté qui me regardait en grognant, les yeux fermés, un œil ouvert. Elle me regardait en décomposition, je voyais des vers sortir de son épaule, lui ronger les os jusqu'à la moelle, du sang qui coulait le long de son bras droit. Toutes ces personnes nous regardaient. Je traversais les couloirs, ils étaient là. J'arrivais dans ma chambre, ils me regardaient, assis dans un coin. Je me regardais dans la glace. Parfois, j'évitais même la glace. Je faisais très attention à éviter le plus souvent la glace et les miroirs, car je savais que si je regardais dans mon reflet, je regardais dans leur reflet, car cette maison leur a appartenu bien avant nous. Un jour, je me suis levé et j'ai donc pris conscience que j'avais oublié de regarder dans la glace, et donc j'avais oublié que je ne regarderais plus dans la glace,
mais ce matin-là, je me suis levé et je regardais dans la glace. Derrière moi était assise une femme en décomposition, la tête penchée, qui me regardait comme si elle allait me faire du mal, avec son garçon en main qui me regardait comme s'il allait m'attaquer, ou comme s'il allait me demander quelque chose de très sombre. On avait l'impression que ces personnes avaient soit une envie de demander quelque chose de très sombre, soit l'envie de passer à l'attaque. On ne savait pas réellement ce qu'ils voulaient, mais nous nous battions. Nous nous battions encore et pertinemment avec les armes qu'ils nous donnaient. Parfois c'était des couteaux, parfois c'était des fusils. Je me souviens qu'une nuit j'ai reçu un fusil à barillet, avec lequel j'ai dû me battre toute une nuit dans un couloir, afin de descendre tous les cadavres que j'ai pu trouver. Les cadavres continuaient à se relever malgré les balles que je tirais. Je continuais pertinemment à tirer sur tout ce que je voyais. J'avais peur, j'étais paniqué, je ne savais pas ce que je faisais. Mais les cadavres continuaient à marcher, à se relever et à venir vers moi. Je courais vers l'arrière, je suis arrivé dans une chambre et je me suis enfermé. J'ai regardé la lune et à la pleine lune j'ai remarqué que la lumière éclairait le jardin. Dans le jardin avant se trouvaient 3 personnes qui me regardaient. Fixement, elles regardaient la tête vers le haut. Elles regardaient les 2 fenêtres en arc de cercle qui étaient la fenêtre de ma chambre. Ces 3 personnes, je me suis dit alors que c'était les personnes qui ont été abandonnées dans le... Je me suis dit alors que ces 3 personnes étaient les personnes qui ont été abandonnées dans le grenier. Elles ont été abandonnées dans le grenier du donjon. Pour être plus précis, elles ont été abandonnées là, dans le grenier du donjon, car nous habitions une sorte de manoir. Nous ne savions pas réellement si ce manoir avait une quelconque raison ou un quelconque motif pour avoir été utilisé en tant que scène de crime, mais tout ce que nous savions, c'est que nous devions nous battre. Ce soir-là, ma mère est devenue de plus en plus agressive. Elle ne voulait plus s'en prendre seulement à la chose qui s'en prenait à elle, mais elle s'en prenait surtout à nous. J'ai alors commencé à prendre ma sœur par le bras, et j'ai donc couru à travers les couloirs pour essayer de fuir ma mère, ma propre mère et les choses qui nous attaquaient. J'ai fui tout ce que je voyais, tout ce que je pouvais entendre, notre propre mère. Je les ai fouis encore et encore. Je me suis caché alors dans une des chambres. Je me suis caché dans la sienne, essayant pertinemment de fermer la porte, sans faire de bruit pour ne pas qu'elle nous entende, mais j'ai donc eu le courage de fermer la porte sans qu'elle fasse de bruit. J'ai entendu un fin grincement qui a donc appelé ma mère vers nous. Ce grincement qui était si fin et si fluide par rapport au son qui était si petit que nous ne pouvions à peine décrire, nous ne savions même pas si c'était un grincement en fait. Ce son si petit, si fluide que nous ne pouvions à peine décrire, avait tout de même appelé notre mère vers nous. Et notre mère avait donc tourné la tête d'un coup neutre sur la gauche et savait que nous étions cachés dans l'obscurité derrière cette porte. Elle s'est alors avancée, laissant traîner une hache derrière elle, qui frôlait le long de tout le parterre du couloir. Elle nous poursuivait avec une hache dans le dos, une petite hache que nous avions eue en tant qu'arme, avec laquelle nous nous sommes défendus. Elle nous poursuivait avec cette hache qui était enfoncée dans le dos. Son dos était en train de saigner. La plaie que nous lui avions faite retenait la hache à l'intérieur de son dos. Nous avions l'impression, vu le bruit que ça faisait lorsqu'elle marchait, que la hache était coincée dans l'os du dos. Nous croyions que la hache ne pouvait s'enlever car elle était coincée dans l'omoplate. La hache avait percuté l'omoplate, fracturé l'omoplate, et la hache ne pouvait en sortir. Il fallait trouver un moyen de lui approcher, pour tirer d'un coup brut cette hache coincée dans son omoplate. Mais nous n'allions pas essayer de la guérir car elle essayait de s'en prendre à nous. Ce soir-là, nous sommes morts tous les deux, enfermés dans sa chambre. Elle s'est alors rendue compte que plus tard qu'elle n'avait tiré 2 balles dans le torse, dans la jambe, dans la tête de ses propres enfants. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait tiré 2 balles à bout portant dans le ventre, le torse et la tête de ses propres enfants, la force surnaturelle a quitté son corps et elle a alors elle-même mis fin à ses jours avec un bout portant en pleine tête. Ce soir-là, l'histoire s'est achevée.
Pour de bon, la maison d'Amityville était damnée.